Alors on va voir quelles sont les manières de protéger et soutenir et protéger la personne vulnérable. Je passe la parole à Anne Caron d'Église. Bonjour et merci de m'avoir invitée à cette journée si importante. Alors je ne sais pas si je vais décrire les manières de protéger, parce que moi non plus je n'ai pas choisi mon titre, mais mon titre me convient assez bien parce que cela va m'amener à me poser la question avec vous de savoir qui on soutient et pourquoi on doit protéger dans le temps qui m'est imparti. Alors, protéger une personne vulnérable, c'est d'abord se demander si la personne, qui est cette personne ? Quand on dit personne vulnérable, on parle d'abord d'une personne. Quand on envisage de protéger cette personne, il faudra évidemment se demander qui la protège et au nom de quel principe. La maladie, et en particulier la maladie d'Alzheimer ou les maladies neurodégénératives, atteignent et altèrent le sujet, la personne. Épreuve de déséquilibre et de transformation, elle témoigne à la fois de variation et de permanence, de retrait et d'ouverture, d'oubli et de mémoire. Les transformations intellectuelles, de langage, de communication, de repères ou de mémoire, qui deviennent chroniques, mettent à l'épreuve la capacité à mettre en récit ce qui arrive, ce qui survient, ce qui surgit par moments, plus ou moins longs, à mettre en récit l'histoire d'une vie et à faire, puis à formaliser des choix et ou des décisions. L'identité intime et profonde en est forcément bouleversée, fracturée. D'autant plus que l'identité sociale, l'identité de surface, celle qui s'est construite et qui est sa reconnaissance par les autres, et notamment par les institutions, sanitaire, social, judiciaire, se trouve assiégée, attaquée. Connaître une altération de ses facultés cognitives, c'est perdre ses repères réflexifs et mémoriaux, et cela atteint évidemment son identité profonde et son identité narrative, comme dirait Paul Ricoeur. Et le regard technique et institutionnel que nous allons avoir sur ce que la personne donne à voir aura une signification qui ne pourra pas être comprise par la personne elle-même, et d'ailleurs pas toujours par ses proches non plus. Alors peut se poser pour chacun la question de la protection, d'autant que la maladie est chronique, et donc on peut également se poser la question de la limitation de ses libertés, et en particulier de la liberté d'aller et venir, vous l'avez dit. Lorsqu'on erre, lorsqu'on prend des risques, lorsqu'on fait prendre des risques, la question de la limitation de la liberté se pose. Elle va se poser d'abord par les proches, elle va être posée d'abord par les proches, chez la personne elle-même. Elle pourra être posée en institution hospitalière ou en établissement d'accueil, quand le maintien à domicile devient trop difficile, notamment pour les proches aidants épuisés. Dans la vie courante, de multiples questions se posent. Doit-on maintenir la possibilité de conduire ? Doit-on maintenir les moyens de paiement ? Comment continuer à assurer la gestion du budget, les démarches administratives ? Si aucune anticipation n'a été réfléchie ou voulue, une mesure de protection juridique, ou pire encore judiciaire, c'est-à-dire l'intervention d'un juge, peut être envisagée et décidée contre la volonté de la personne elle-même, et avec toutes les difficultés que cela suppose pour les proches aidants de faire cette démarche d'emmener chez un juge. Quel que soit le cas de figure, s'il est incontestable que l'autonomie au sens philosophique et surtout juridique du terme est atteinte, nous portons collectivement la responsabilité d'aller plus loin que ce que le malade donne à voir de lui-même pour approcher une personne qui certes est vulnérable, mais dont les capacités doivent être soutenues. En effet, l'autonomie ne peut pas se limiter à la question de la compétence, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et quand et à quel moment. D'ailleurs, dans quel champ se poserait-on ces questions ? Si la vulnérabilité psychique limite, voire empêche l'autonomie de pensée et l'autonomie de décision, qui d'ailleurs est variable d'une personne à une autre, suivant les situations, suivant les sujets, elle maintient, vous l'avez tous dit, une autonomie affective, une autonomie partielle de la volonté,
puisque la personne reste en mesure de témoigner de ses préférences alimentaires, vestimentaires. Elle pourra témoigner de ses préférences sur ses convictions, sur ses valeurs. Elle pourra sans doute être encore en vigilance, et les proches aussi, y compris les proches professionnels, à condition d'au moins chercher à la rencontrer, d'y être attentif. Et cette attention apportée à la personne malade, à l'usager, diront les systèmes de santé, à l'usager, diront les établissements sociaux et médico-sociaux, à la personne, dira le juge, n'est pas simplement une rencontre avec l'autre, mais une présomption de compétence, une présomption d'une capacité à être autrement capable, et certainement pas incapable en tout temps. La personne dispose toujours d'une certaine autonomie et de capacité en ce sens qu'elle est encore en mesure de dire, d'exprimer ce qu'elle veut continuer à faire dans sa vie, dans la fidélité de ses valeurs personnelles, celles qui étaient les siennes, ce qu'elle peut en dire, ce que d'autres peuvent dire pour elle, qu'elle soit religieuse, politique, artistique, ou elle peut avoir d'autres projets, d'autres envies, d'autres convictions. Elle peut apporter à sa manière de la valeur à l'autre, témoigner d'une émotion, d'une attention au monde dans lequel elle vit. Incapable d'envisager sa vie comme un tout historique, n'ayant plus accès à ses souvenirs, elle n'a pas toute la conscience de son propre récit de vie, mais elle a certainement le sentiment d'une conviction profonde ou d'une préférence. Elle témoigne d'une capacité affective qui n'est pas toujours rationnelle, mais qui est bien présente, et d'un besoin d'expression, quels qu'en soient les modes d'expression qui doivent être reconnus par ceux qui l'entourent, que ce soit les proches, les membres de la famille, les soignants, les intervenants sociaux ou d'autres intervenants. Les intervenants professionnels sont souvent seuls pour évaluer la transformation de la personne, mais ils ont cette très lourde mission de l'accompagner de la personne autant que de restaurer la conscience que la personne peut avoir d'elle-même. Malgré les difficultés, les incompréhensions, l'épuisement, et parfois la difficulté d'entrer véritablement dans la relation, quand la maladie affecte la personnalité, le regard du soignant, du professionnel à juste distance, mais rempli de sollicitude ou simplement attentionné dans une relation vraie, je regarde le visage, je regarde les yeux de mon interlocuteur, permet à lui seul de rétablir son identité personnelle. J'en ai fait l'expérience dans mon métier de juge. Lorsque je procède à une audition, y compris de personnes dont les médecins ont considéré qu'elles ne pouvaient pas être entendues, le simple fait de rencontrer la personne en face à face, en la regardant, en essayant de lui faire dire pourquoi elle est là, qu'elle est bien accueillie, qu'on va entendre un certain nombre de choses, peut permettre l'identité. Alors, évidemment, il faut ouvrir ensemble un cheminement à ses côtés, en partageant quelques-uns de ses souvenirs et en essayant de le traduire en actes. Et c'est toute la difficulté des proches et des professionnels. Quels actes et quel respect pour les personnes, quelles précautions prendre lorsqu'il s'agit de limiter le budget, lorsqu'il s'agit de choisir le lieu de vie, lorsqu'il s'agit de choisir un lieu de vie fermé, lorsqu'il s'agit aussi, vous l'avez évoqué, de mettre un papier dans la poche, ce qui est une manière de respecter, ce qui est une manière de tendre effectivement la main vers l'autre, celui qui va rencontrer la personne. Est-ce que l'on doit par ailleurs faire d'autres choix, de géolocalisation, de puces, et jusqu'où l'enfermement? Ou doit-on entrer dans un autre mode d'approche des personnes particulièrement vulnérables? Eh bien, c'est la responsabilité qu'il nous incombe de prendre, responsabilité de protéger. Ce qu'il m'a été demandé de traiter, c'est soutenir et protéger. Soutenir, je crois vous l'avoir dit, en essayant de rechercher jusqu'au plus loin les capacités des personnes, en restaurant l'identité de la personne. Protéger, ça implique chez nous tous, de réinterroger les grilles de lecture en saisissant les droits des personnes elles-mêmes en tant qu'elles doivent bénéficier de tous les droits de l'homme au sens des conventions internationales. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans un avis extrêmement important qui date de 2003, qui certes est un avis relatif aux personnes handicapées, mais le terme handicap a été utilisé,
Parce qu'effectivement, avoir une maladie chronique provoque des handicaps, des restrictions fonctionnelles. Eh bien, la CNCDH, dans cet avis de 2003, a dit la chose suivante. Si elle veut respecter les engagements souscrits au plan international, toute politique en direction des personnes handicapées doit développer leur insertion civile, sociale, professionnelle. Le handicap est une question de société. Et la manière de traiter la personne mesure le degré de démocratie d'une nation. Si les personnes handicapées doivent être protégées par des normes, elles doivent par priorité être respectées. Or, nous sommes aujourd'hui dans une protection qui reste très largement virtuelle. S'agissant des troubles psychiques, l'enjeu est particulièrement fort et les représentations sociales, comme les conséquences possibles en termes de comportements anormaux et donc de prise de risque et de mise en danger des personnes elles-mêmes, amènent les proches épuisés, et on peut le comprendre, à prendre des décisions pour les personnes malades. Mais plus grave encore, amènent les intervenants professionnels et parfois les décideurs politiques à prendre des décisions extrêmement graves de mise à l'écart de personnes qui auraient pu se voir proposer d'autres solutions. Alors, sans doute, faut-il interroger les droits en cause en essayant d'éviter de ne les interroger que dans les lieux où ils trouvent à s'appliquer. Si l'on est dans un hôpital, on se posera des questions en termes de droit de la santé. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Si l'on est dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, on se posera des questions en termes de prestations et en termes de règlement d'établissement. Mon propos est d'essayer de vous faire entrer dans ce à quoi je crois, c'est le partage absolu de l'approche des personnes et de leurs difficultés au travers de leurs droits. Non pas pour multiplier des procédures, mais pour véritablement rentrer dans ce qu'elles sont, pour pouvoir restaurer, quand c'est nécessaire, les droits auxquels elles peuvent prétendre. Il nous faut accepter ensemble d'entrer dans une autre démarche qui consiste à identifier à partir de concepts communs les difficultés rencontrées par les personnes et par leurs proches pour mieux appréhender les capacités restantes au sens de capabilities, c'est-à-dire des possibilités des personnes et des moyens qu'on donne pour leur permettre d'exprimer ces possibilités. Tous les modes de fonctionnement ne sont pas identiques. Les allures de chacun d'entre nous, et en particulier des personnes malades, sont différentes. Un tiers, quel qu'il soit proche ou professionnel, doit prendre en compte la possibilité pour la personne elle-même d'exprimer ses choix et d'atteindre des fonctionnements ayant une importance par rapport à elle. Ça suppose de prendre des risques. Alors, les réponses apportées ne consisteront plus systématiquement soit à protéger à l'excès, soit en restant passif parce que des problèmes de comportement ne se posent pas. Quand il y a des problèmes de comportement, bien sûr, le réflexe est un réflexe de protection de soi-même, des autres et de la société tout entière, avec ce que ça suppose de mise à l'écart et d'enfermement. Alors, pour que le droit devienne un socle de valeurs communes, il est très important, évidemment, de le partager, et des journées comme celle-ci le permettent. Je crois qu'au-delà, il nous appartiendra de sortir des catégories d'usagers, de patients, pour entrer véritablement dans les droits de la personne et pour considérer les personnes comme des citoyens à part entière, quelles que soient leurs difficultés de santé. Et sans doute, nous pourrons engager une politique responsable sur la dimension handicapante des troubles présentés par la personne, ce qui permettra de rentrer dans le triangle de base de l'éthique proposé par Paul Ricoeur, qui est le triple rapport à soi-même, à l'autre et à l'institution. Je vous remercie. C'est toujours un vrai bonheur de vous entendre et je pense que vous avez résumé, sans avoir eu connaissance des autres interventions, la totalité de la réflexion. Hein. Comment on fait pour préserver, j'ai beaucoup aimé votre terme d'identité intime de la personne, comment faire que puissent s'exprimer ses désirs, ses envies, et pour revenir sur ce que disait Catherine Olivet tout à l'heure, en tenant compte des évolutions. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est statique, on a le droit de changer de goût, d'envie, on a envie de faire autre chose. Bon. Mais je dirais que ce qui m'a frappé dans toutes vos interventions, c'est
la nécessité de ce luxe qu'on n'a pas toujours, qui est le temps. Fabrice Zil dit que la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie du temps, mais là, on pourrait l'entendre dans un autre sens, c'est le manque de temps pour être à l'écoute, parce que pour que ce dialogue existe dont vous avez parlé, pour qu'on puisse entendre, comprendre le sens, avoir les sous-titres de ce que la personne essaye de dire au travers d'une crise, au travers de toutes les limites qui peuvent exister, eh bien, il faut du temps. Et on pourrait faire, comme toujours le dit Emmanuel, rendre hommage aux professionnels qui ont parfois un temps limité, mais qui trouvent le temps. Et puis je reprendrai ce qu'a dit Monsieur Jaouen, que j'ai trouvé très intéressant, quand il a dit qu'il fallait aussi, c'est aussi ce qu'il a tiré de son expérience d'aidant, il faut aussi se donner du temps en tant qu'aidant pour être capable de mener sa tâche d'aidant. Bon, voilà, je m'arrête là parce que le temps est compté et donc...